Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Ce soir, dans l'émission, on a plein... Bob! Oui. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans le show! Non, mais j'ai envie de te remplacer. Je comprends, j'ai tout compris ça, mais la feuille, c'est nous autres qui l'a... Là, regarde, ça, c'est OK. une manette. Je te mets sur mute. Pause, on t'en revient après. Reste là, sauve-toi pas. Ce sera pas long. On voit? Ben, c'est- Oui. On a-tu du stock dans l'émission? Il l'a Pas dit, mal, par pas exemple. mal. Il a bien fait sa présentation. Pas ce bout-là, oui. Le reste, on va le faire. Me dit, inquiète-toi pas, on t'en revient. Mais qu'est-ce qu'on a dans l'émission? Pêche au brochet à la mouche, pas mal intéressant. On parle des cannes à pêche Redington, des leurres aussi pour aller à la pêche à la mouche au brochet avec Stéphane et Marie-Claude de l'agence Pêche-Chat. Après ça, On s'en va à Tadoussac, on s'en Oui. va avec le Graine, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. les baleines! Ben oui, les baleines, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos animaux marins dans l'estuaire? Très intéressant. On revient dans le coin de Québec, on parle avec le MFFP de l'importance du nettoyage des embarcations, surtout quand on change de plan d'eau. Oui, on reçoit en studio ensuite Paul Desbois qui est avec nous, qui va venir nous parler un petit peu des produits pour la pêche. Oui, puis t'as amené des glacières. Ben oui, Ça j'avais va la être le compagnie fun. Chili Mousse. Nouvelle compagnie très intéressante, on va s'en servir cette année. Moi, j'ai été épaté quand on les a reçus d'ailleurs, les petites tasses. Moi, je m'en sais partout. Oui. C'est comme parfait. Puis, nouveau partenaire, ben, en fait, notre garagiste, Ben c'est oui, nous autres. On c'est avait ça. des questions au niveau de la préparation des véhicules. Point S. Ben oui, Jean-Mathieu qui vient nous jaser un petit peu, entretien des véhicules avant de se rendre sur les chemins forestiers. Actualité. Ben écoute, c'est la chasse au dindon qui rouvre en fin de semaine. Beaucoup de questions encore cette semaine concernant le couvre-feu. Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Écoutez, la loi, c'est la loi. Et présentement, il y a un couvre-feu qui est en vigueur. Donc, il faut s'assurer de le respecter. On le dit, il y a par contre des outils qui ont été mis à votre disposition Oui, sur la le site de la FDCP. Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. 3 documents, donc Ouais. un dindon, un oie et une entente avec les propriétaires terriens. On stipule que la chasse, puisqu'on s'en va faire un petit peu, pas de la déprédation, mais un contrôle des animaux qui sont nuisibles Exact. aux cultures ou encore aux baies de foin, hein, parce qu'une dinde, ça t'ouvre une baie de foin, c'est pas trop long. Donc, c'est essentiel à une activité qui est, elle, essentielle. Donc, il y a des documents qui peuvent peut-être vous mettre en contexte, vous mettre un policier en contexte, et on a sensibilisé les forces de l'ordre. Mais lorsqu'on interroge les forces de l'ordre, et la FDCP nous dit d'ailleurs, on ne se tient pas responsable de ça, et c'est très sage de dire ça, puisque les forces de l'ordre nous disent, il y a un couvre-feu, il y a un couvre-feu. Fait que faites attention. Après ça, on tombe-tu dans... On parle de chasseurs généreux. Mais là, je pense que tu pourrais enlever Bob de survie, Attends par un peu. exemple. Et là, Ah, salut! Salut Martin, salut Kate. Salut, merci d'être là, merci d'être avec nous autres. Chasseurs généreux, peut-être nous expliquer un petit peu, Bob, le programme, puis d'en reparler, parce qu'en ce début de saison, là, je pense que c'est important de sensibiliser c'est nos quoi, chasseurs. chasseur généreux? Chasseurs généreux, c'est on redonne de la viande à la communauté qui sont non chasseurs. Dans le fond, c'est pour les banques alimentaires. Donc, les banques alimentaires qui recueillent, puis c'est les moins bien nantis qui ont donné ça. C'est en plein Fait que ça. Le peut chasseur et lui-même donne aux banques alimentaires. Tu sais, on la partage entre chasseurs et non-chasseurs. C'est le fun, parce que ça se fait via des bouchers qui sont homologués, qui sont Oui. accrédités chasseurs généreux. Bon, on voit de plus en plus, mais là on veut comme donner un on me fait ça. On Un a comme petit élan. pensé à un plan de match, puis Bob, je te laisse me présenter. Qu'est-ce qu'on met en branle cette année pour vous motiver un peu à donner de la viande de bois Oui. au moins bien nantis? Alors, on fait un concours. Le concours, ça va être un voyage à l'île d'Anticosti pour 2 chasseurs. Au palais! Donc, puis On puis- rit plus? On rit plus. Puis pour les bouchers qui vont participer au programme, automatiquement, ils courent la chance de gagner un couteau fait par Yvon Courchaine, un coutelier très Très renommé. très Ben là, renommé. là, on fait comment ça pour va être s'inscrire? ça va être un couteau homologué chasseur généreux. Ça, c'est cool. Là, on fait comment participer? On donne la viande, puis c'est On tout? donne de la viande, ils vont vous donner un coupon. Puis avec le coupon, vous allez participer automatiquement. Mais suivez les réseaux sociaux chez Aventure Chasse-Pêche, Filles de Bois, Fédération québécoise Chasseurs-Pêcheurs. Automatiquement, vous autres, ils vont On avoir va en le parler. programme au complet. On va en parler. Mais OK. essentiellement, ça commence. L'ours est là, là. Chasseurs généreux acceptent l'ours. C'est les organismes moissons qui préparent la viande. Question qu'il n'y ait pas de problème avec la trichinellose, évidemment. Ils savent comment le faire. Donc, ça commence avec l'ours. Vous commencez à donner de la viande là. On se rend au cervidé après ça. C'est un 5 livres, c'est un C'est ça, chevreuil. puis il faut- Un livre, c'est un chevreuil. 5 livres, c'est un orignal par rapport. C'est Non, ça. non. Puis l'autre affaire, il faut savoir, c'est en collaboration avec la Fédération québécoise Chasseurs-Pêcheurs, Héritage Faune, Aventure Chasse et Pêche et Filles de Bois.
Non, très On s'est intéressant. réunis pour donner un grand coup cette année. Je veux essayer de doubler la quantité. L'année passée, on a donné 5 000, un petit peu plus que 5 000 livres de viande. En termes de livres de viande. Là, on veut craquer ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, les chasseurs, là, on a beau dire ce qu'on voudra, là, les Premières Nations nous donnent un petit peu la leçon sur la chasse communautaire, le partage, aller chasser pour les moins bien nantis, ceux qui peuvent pas aller chercher leur viande eux autres mêmes. Vous avez le loisir de le faire au travers d'un programme qui est géré entièrement par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On peut donner des bêtes complètes. L'année passée, on a donné un ours complet, entre autres, Mais nous oui. autres. Ça en vaut la peine. Puis c'est ce qui va nous démarquer comme chasseurs dans une époque où est-ce qu'on est pointé du doigt comme sanguinaire, comme barbare, etc. C'est des actions comme ça qui vont nous démarquer. Mais au bout de la ligne, c'est pas pour notre réputation à nous autres qu'on fait ça. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas le moyen de s'acheter de viande. Puis On est cette capable de leur en donner. Cette année, ça n'a pas été une année facile pour personne. Pour beaucoup de gens. Exactement. Puis encore plus particulièrement cette année. Fait que, honnêtement, de pouvoir donner. Puis là, en plus, écoute, on a mis un petit nanan au bout. Là. Fait que je veux dire. Un beau nanan. Un beau nanan. nanan. Fait que, tu sais, je veux dire, ça me surprendrait que ça participe pas. Avec le concours, automatiquement, je pense que les gens vont être généreux cette année. Oh oui. Time out. Là, moi, je vous arrête parce qu'il reste à peu près 2 minutes et demie. Là. Il y a quelque chose de super important qu'il faut faire ce soir. Oui, on Les attend depuis 2 auditions de la ans. relève. Ben, Ouais. Ça fait 2 ans qu'on attend de Ouais. pouvoir faire notre gagnant, puisqu'on était supposé le faire le printemps passé. Ça n'a pas fonctionné. Ce soir, on annonce notre grand gagnant. Ben, gagnant finaliste. Le grand finaliste. Le grand finaliste. La COVID nous aura fait patienter jusque-là. Comment on procède, là? Ben, écoute, roulement de tambour. Roulement de tambour. Qui est notre grand finaliste? Félix Lavoie. Yeah! Hey, salut les tripeux d'aventure chasse et pêche et les filles de bois. Je suis Félix de Lévis et j'ai presque 12 ans. Lui, c'est mon chien de chasse, Smoothies. Je suis tellement content de pouvoir vous parler. Vous n'imaginez même pas ce qui me rend. Je tripe sur la chasse, la pêche et j'aime bien être dans le bois. Le seul problème, c'est que mon père ne veut pas que j'aille à la chasse avant mes 14 ans comme mes sœurs. Non, mais c'est tellement injuste. J'aime tellement ça la chasse que j'ai construit ma première cache en arrière de chez moi avec mon père. Comme ça, je peux au moins jouer à la chasse. J'aimerais tellement ça être votre gagnant du concours parce qu'au moins, je pourrais enfin être à la vraie chasse. À notre terre à bois, on peut chasser le chevreuil, l'ours, l'orignal, mais juste à l'arc. Et là, mon père n'y connaît rien à l'arc. Bingo! C'est là que vous entrez en jeu. Avec des pros comme vous, je serai entre de bonnes mains. Et c'est important d'apprendre des meilleurs. Petite histoire entre vous et moi. L'automne dernier, mon grand-père était allé à la chasse. Il a tué son premier orignal. Un beau gros boc, là. Mais le seul problème, c'est que ça fait 24 ans qu'il va à la chasse. 24! C'est beau la persévérance, là, mais moi, je voudrais pas me rendre jusque-là, là. Et pour ça, il faudrait que je sois bien coaché. Par la suite, je pourrais enfin faire découvrir la chasse à l'arc à mon père, mes sœurs et mes amis Ismaël et Charles. Donc, je me choisirais comme gagnant du concours de la relève. Près de moi, un enfant comblé, mais aussi un excellent recruteur de nouveaux chasseurs à l'arc. On a adoré voir un petit peu l'amplitude dans laquelle tu as présenté ce que tu veux faire. Oui. Je pense que Bob va s'occuper du Puis fait. donner aussi une leçon à son grand-père. Là, on va s'arranger avec ça aussi. Ça a l'air que Bob va prendre notre dossier en main. Fait que... Mais non, on n'avait pas dit qu'on faisait quelque chose aussi pour une deuxième. Dans un premier temps, là, le grand finaliste, première des choses, ce mérite, évidemment, c'était commandité par Hoyt. Oui. Donc, ça, c'est ton arc, ça t'appartient. Donc, c'est un cadeau de Hoyt pour toi. Et évidemment, elle a été tunée, elle a été installée. C'est Christina qui s'en est occupée, je me trompe Oui, pas? mais il reste des choses à installer dessus, justement, qu'on va balancer une fois que, justement, tu vas l'avoir manipulé. Félix. Adapté pour toi. Exact. L'étui vient avec, évidemment. Ça, c'est la grosse partie. Mais avec ça vient... Il y a plein de prix que j'ai ramassés durant toute la saison. T'sais. Et en plus, Joe Garneau va le coacher pour l'arc puis tous les cours de la fédération. T'sais, et il va y avoir des chasses au dindon. Le jeune, là, je peux Un dire, gros paquet. On va il va publier être plus équipé que nous autres. Oh oui. T'sais, on peut pas tout énumérer parce que j'ai ramassé tellement de prix. Martin, tu en as ramassé aussi. Oh oui. Kate en a ramassé.
tout le monde, je pense, qui ont participé. Je vous fais rouler, là. On va publier l'énumération de tout ça sur Facebook. On avait dit aussi par tirage au sort, on allait vers un deuxième gagnant. Et le tirage au sort a été fait. Oui. Et c'est Vicky Auclair qui est notre deuxième finaliste, donc qui, justement, par tirage au sort a gagné et puis qui va se mériter aussi un ensemble de prix et qui va pouvoir nous accompagner dans différentes activités au cours de la saison également. C'est en plein ça. Ouf, ça en faisait du stock! Oui! C'est une émission chargée, hein? Mais ça l'est ouvert d'une main de maître! Ben oui! Là, on le fait ça envoyer à la pause. Là, elle a une pancarte, il faut que tu dis, là, on s'en va à la pause. Après la pause, c'est quoi, Bob? Là, tu regardes la caméra qui a la lumière rouge allumée. Après la pause... Après la pause, c'est recherche et éducation des mammifères marins. Le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins. L'autre bord de la pause, restez là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine, on est à Tadoussac. On s'en vient rencontrer les gens du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Ça va être pas mal intéressant, ça. Ben oui, en plus, il faut rencontrer les gens de la Fondation de la Faune. Fait que qu'est-ce que tu dirais que toi, tu vas trouver Tim du Grême, puis moi, je vais m'occuper d'aller voir Annabelle? On se rejoint tantôt? Oui. Parfait. C'est bon, tantôt. Annabelle, de quelle façon, en fait, la Fondation de la Faune s'implique au niveau des activités du Grême? Oui, la Fondation de la Faune a supporté différents projets du Grême, notamment par l'entremise du Fonds Éco-Baleine, qui est un fonds thématique, qui est en fait issu de l'Alliance Éco-Baleine. L'Alliance Éco-Baleine, il faut comprendre que c'est un groupe de partenaires qui sont l'industrie de l'observation, les groupes de recherche dont le GREM et Parc Canada avec la CEPAC. Puis la Fondation gère un fonds pour ces partenaires-là qui nous permettent de supporter des projets d'acquisition de connaissances et de transfert de connaissances. Donc, c'est dire que le GREM, dans le fond, vraiment, s'implique concrètement sur place avec tous les différents organismes et vous, la Fondation, vous leur fournissez les fonds pour pouvoir justement favoriser cette éducation-là. Oui, les fonds proviennent des partenaires notamment, puis nous, ça permet de gérer puis de supporter des projets. Bien, justement, parlant de ces projets-là, je pense que Martin est allé retrouver Tim justement pour en parler un petit peu plus en profondeur. Je suis avec Tim, qui est responsable du programme Grand Rorcal ici au GRIM. Tim, j'aimerais que tu m'expliques concrètement qu'est-ce que vous faites au GRIM. En fait, au GREM, on étudie les baleines, toutes sortes de baleines qui peuvent se trouver dans le Saint-Laurent, les belugas, les grands rorquals. Puis les grands rorquals, il y en a plusieurs qui viennent ici. Ils viennent chaque été, pas tous, pas avec la même fidélité, mais en fait, avec les recherches qu'on fait, la photo-identification, entre autres, on est capable justement de construire les historiques de fréquentation des individus, puis de caractériser leur déplacement, mais aussi leur histoire. Et après ça, ça nous permet de transmettre ces connaissances-là. Donc, au départ, concrètement, là, ça veut dire que vous sortez en mer avec une équipe, et là, vous allez littéralement voir les baleines dans leur habitat, vous prenez de la photo. On revient à la maison, et là, à ce moment-là, dans les bureaux, vous prenez chacune des photos, et vous arrivez à identifier les baleines avec quoi? Des signes distinctifs? C'est ça. Elles sont comme nous. Nous, on va regarder la forme du nez ou la distance entre les yeux, par exemple la reconnaissance faciale. On fait la même chose avec les baleines. Les baleines, elles ont leur nom inscrit sur eux à quelque part. Mais selon l'espèce, ça va être des places différentes. Les rorquals communs, on va regarder la forme de la nageoire dorsale, mais aussi on va regarder le chevron. C'est un patron de coloration qui est unique à cette espèce.
c'est comme une empreinte digitale. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis c'est difficile, mais c'est vraiment trippant. Les rorquals à bosse, eux, ça va être quand ils vont montrer la queue. C'est l'espèce de baleine que je pense que la plupart des gens connaissent le plus. Les croisières d'observation de baleines, c'est les photos qu'on voit, là, les queues qui sortent de l'eau. Là, ça, c'est le rorqual à bosse. Oui, c'est exactement ça. La baleine qui saute aussi hors de l'eau, la plupart du temps, celle qu'on voit, c'est le rorqual à bosse. Puis c'est ça. Elle, son nom est écrit sur sa queue. Le rorqual bleu, qui est le plus gros individu, le plus gros animal, en fait, qui a foulé la terre et la mer. Lui, ça va être des petites taches, un patron de pigmentation vraiment tout le long du corps. Fait on pourrait prendre juste un petit morceau à quelque part, puis on serait capable de savoir c'est qui. Au GRIM aussi, on va dire recherche, éducation et transfert de connaissances. C'est-à-dire que tous ces travaux de recherche-là mènent à une collecte de données, une analyse qui vous permet de synthétiser ces données-là et en faire des outils de transfert de connaissances. J'en ai un entre les mains, t'en as aussi. Exactement. Qui sont destinés, entre autres, à l'industrie, d'observation de baleines au travers des croisières. C'est bien ça? C'est exactement ça. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens à tous les enjeux qui peuvent y avoir autour des baleines. On en parle beaucoup en ce moment, le bruit, la pollution dans les eaux, le dérangement, toutes ces choses-là. Au GREM, ce qu'on s'est dit, c'est en faisant connaître ces animaux, ben les gens vont les aimer, c'est sûr. Quand on les voit, on ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux avec les baleines. Donc, on produit leur histoire, on raconte des anecdotes parce qu'en allant tous les jours sur l'eau pendant des années, ben on les connaît, ces individus-là. C'est pas notre famille, mais quand même, il y a un attachement, puis on les voit à différentes étapes. Ça vous permet de faire des outils un peu plus grand public, comme celui que je tiens entre les mains, mais aussi des fascicules à l'intention des capitaines de navires pour identifier les baleines. Exactement. En fait, dans ce guide d'identification-là, on a réuni les individus qu'on voit le plus souvent dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, que ce soit les rorquals communs, les rorquals à bosse. Par exemple, tu as Siam, lui, sa première année d'observation, je ne sais pas si tu vois, c'est 1981. C'est le premier rorqual à bosse qui a été photographié dans le parc marin. Puis, je ne sais plus c'est quand la dernière année qu'on l'a vu. Pour l'instant, c'est écrit 2016. Je ne sais plus si on l'a vu après ça. Mais tu vois, 84 à 2016. C'est quand même beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Et donc, on a accumulé toute cette connaissance-là au GREM, puis on la transmet aux capitaines d'observation de croisière. On les aide à identifier les animaux parce que c'est nos meilleurs ambassadeurs pour raconter les histoires de baleines. C'est eux qui sont avec le public tous les jours. Fait que c'est eux qui peuvent changer le monde. Également, récemment rénové, vous avez quand même un beau centre d'interprétation directement sous les bureaux du GREM. Il est pas beau, il est magnifique. il est vraiment exceptionnel. Peut-être je suis biaisé, là, mais l'avoir vu avant, le voir après, la collection de squelettes est hallucinante. Là. C'est en rentrant dans le CIM qu'on se rend compte à quel point on est insignifiant comparé aux baleines. Tim, je te remercie énormément. C'est fascinant ce que vous faites. Ça fait plaisir, Martin. Je suis sincèrement impressionné de ce qu'on peut trouver au GREM. Ce qu'ils font comme activité, ces gens-là, c'est assez hallucinant. Ben oui, c'est fou. Recherche, éducation, transfert de connaissances, ils remplissent entièrement leur mandat. Absolument. Trouver les renseignements au niveau des fonds de la Fondation de la Faune, ça se fait facilement? Ben oui, super facilement. Sur le site web, en fait, de la Fondation de la Faune, on peut voir les différentes initiatives dans lesquelles ils sont investis et les différents projets qui sont en cours. Le fonds Éco-Baleine, bien, on peut le trouver facilement sur Facebook. Pas sur Facebook, excuse-moi, mais sur Google, on va se ramasser sur la page web. Donc, c'est facile d'aller chercher des renseignements. Et quoi de mieux que de venir à Tadoussac faire quoi? Venir voir des baleines. Venir voir des baleines, puis venir au centre d'interprétation du GREM. Juste sous les bureaux du GREM, vous allez être vraiment impressionnés. Le bal des baleines, entre autres. Ah, c'était vraiment fabuleux. Puis là, on fait quoi avec ça? Ah, ben là, non, ça, on amène ça aux enfants. Passage d'éducation, le GREM a fait des beaux documents, on amène ça. Ah ben, go!
La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. La saison de la pêche s'en vient à grands pas, mais qui dit saison de pêche, je dis pas qu'il faut pas faire attention à nos odeurs. Marilyn, salut ma chère, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être venue nous voir en studio pour la saison printanière qui s'en vient. Toi, la pêche, tu dois avoir des projets certains. OK, oui. On a déjà commencé la petite truite la semaine dernière avec les enfants. Ça a été génial. Ils ont trippé bien raide. Puis, la Guananiche s'en vient au lac Saint-Jean bientôt. On va voir le saumon. Et on a beaucoup d'activités pour la pêche cette année. On a vraiment des événements qui vont être plaisants à faire cet été. Mais là, je vois que tu as un tout nouveau gilet. Ça se pourrait-tu pour la pêche? Bien oui, c'est notre nouveauté pour le printemps-été. Donc, c'est nos gilets multisports, autant pour les activités physiques que pour la pêche. Donc, c'est un gilet qui est très, très aérant. Donc, c'est vraiment plaisant de le porter toute activité. C'est le fun, ça. Écoute, on va faire le tour de ta gamme de produits parce que je pense que ça vaut la peine qu'on regarde tout ça ensemble parce que tu en as beaucoup. Puis je vois que tu as quelques ajouts cette année. Je pense entre autres à la fameuse pochette. T'as peux-tu que tu étais tannée, toi aussi, comme nous autres, d'avoir 50 bouteilles puis de pas savoir où les mettre? Effectivement. Bien, dans le fond, c'est en écoutant les clientes, ils disent « Ah, tu devrais faire une pochette à cosmétiques. » Bien, pourquoi pas? Ben oui. Puis on l'a en fait en néoprène, donc c'est très, très résistant. Ça se lave super bien. Et on met tous les produits de notre collection à l'intérieur sans problème. J'ai aussi une nouvelle utilisation qu'on a découvert les derniers mois. On peut mettre nos trucs de pêche à l'intérieur. Donc, on part avec les permis, les trucs de pêche rapides et la canne à pêche et la veste de flottaison. On est parti sur un trip de pêche rapidement. Là. Mais c'est le fun parce que le format il est intéressant parce que souvent, le problème qu'on a, c'est que les formats de pochettes sont bien trop petits. Nos bouteilles ne rentrent pas à moitié dedans. Les tiennes ont quand même un certain format. Là, tout rentre, là, fait que c'est merveilleux, c'est réglé. Oui. Écoute, shampoing sec, moi, je pense que j'embarquerai là-dessus parce que moi, là, c'est devenu un essentiel. Moi puis Joanie, on ne se passe plus de ça, autant à la chasse qu'à la pêche. C'est sûr et certain qu'on amène ça. Veux-tu nous en parler un petit peu? Alors, le shampoing sec, la formule, c'est qu'on a sans eau. Donc, on peut sauver de l'eau. Quand on n'a pas de possibilité d'avoir de l'eau près pour se faire un shampoing, bien, on a ça pour nous sauver. En plus, le shampoing sec a des poudres spéciales qui, les odeurs, les éliminent. Et ça enlève l'effet gras des cheveux. Donc, on porte des tuques, des casques, des casquettes. Alors, ça va nous aider à se repimper un peu la crinière sans avoir besoin d'eau puis de toutes sortes de choses. Puis, tu sais, on parle souvent de pêche, mais même en camping, là, je veux dire, l'accès à l'eau, on s'entend-tu qu'avec ta tente, là, ça te prend de quoi de compact pour être facile à laver? Ça fait bien. Et oui, on essaie de trouver le plus compact et pratique possible. C'est de là, nous aussi, notre nouveauté, les shampoings et les revitalisants en barre. Oui, bien oui, justement. Écoute, ça aussi, ça a été... des filles nous en ont parlé beaucoup sur le groupe de filles de bois cette année. Peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a aussi. Alors, le principe, c'est de sauver des bouteilles de plastique et, étant compact, prend moins de place dans notre bagage. Quand je pars, mettons, comme là, je suis à l'hôtel, je prends le shampoing revitalisant et j'ai ma barre de savon. Je mets ça dans un sac à sandwich réutilisable. Bang, dans le sac à cosmétiques, ça prend pas de place, ça coule pas, ça fait pas de dégâts. C'est génial, ça dure des mois. Alors, c'est vraiment le principe qui est génial, c'est efficacité, économie et pratique. Oui, puis c'est ça. Puis la problématique souvent qu'on a avec ce type de shampoing-là, c'est que ça, tu sais, on le voit une fois en dessous de la douche, puis il est quasiment dissous, là, mais pas les tiens. Là. Ça t'a vraiment longtemps. Fait que ça aussi, ça fait super bien. Au niveau de la gamme, as-tu une gamme aussi pour hommes? Parce que la gamme pour femmes, on l'a déjà présentée, mais tu as gardé la même gamme ou tu as des nouveautés pour commencer? Bien, en fait, l'homme, on l'a depuis quelque temps, Ouais. mais c'est sûr que les hommes... Ils ont beaucoup de produits pour eux. De plus en plus, les hommes recherchent des produits de qualité. Donc, ils vont pour leur peau, et surtout les hommes avec des barbes, ils veulent un beau produit pour leur barbe. Ce qui est rendu ça aussi à la mode, hein? Même l'animateur de l'émission, écoute, il est rendu de même. Ben oui, il est donc bien sexy avec sa barbe. Alors, on a vraiment créé une gamme pour hommes pour aussi éviter qu'ils nous volent notre stock. Tu sais, en cachette, ils nous volent notre stock. Fait que, ils mettent nos crèmes à face, mais ils nous le disent pas. Mais des fois, on a des traces de poils dans le crème. C'est là qu'on le découvre à ce moment-là. Alors, effectivement, les produits pour hommes, on a aussi le camping aussi pour les adeptes de camping. On a tous les produits qui sont bons, biodégradables aussi. Puis tu t'es rendu aussi dans les accessoires. Là, ce que je vois, tu te serais-tu fait un petit tranche-fil par hasard maison avec en plus l'effigie de poule de bois. Excuse-moi, je t'allais dire fille de bois. Écoute, on était en train de se mêler. Oui, c'est ça. On est comme ensemble. Effectivement, l'année passée, je trouvais que je cherchais tout le temps mon coup-fil. Puis voyons, il est où? Puis je l'ai laissé dans ma pochette. D'un coup,
on l'a toujours à portée de main, puis c'est toujours efficace pour l'avoir tout le temps quand on veut faire nos lignes. Oui, bien ça, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a tout le temps besoin. Là. Je veux dire, combien de fois qu'on perd nos cuillères, notre stock, tout, on est tout en train de la chercher, cette pince-là. C'est ça. Fait que là, t'as plus besoin. Elle est attachée après toi. Et voilà. Serviette aussi, que je vois que tu as justement commencé à sortir, qui fait bien, parce que le problème qu'on a, c'est justement, c'est l'espace dans les bagages, même au niveau camping. C'est ça. Serviette qui prend vraiment pas de place. J'avais justement la petite pochette ici, là, dans laquelle on la range. Ça prend vraiment, vraiment pas de place. C'est le fun. Puis ça sèche vite en plus. Fait que... Est-ce qu'elle a d'autres propriétés? Tu l'as fait pourquoi? Parce que toi aussi, tu fais du camping? Bien, moi, c'est parce que c'est pour sauver de l'espace, avoir une serviette qui sèche très rapidement. Souvent, quand on va en camping, en plein air ou même en bateau, à la plage, le sable reste sur la serviette. C'est vraiment désagréable. On l'a, puis on s'essuie, puis c'est tannant. Donc, on veut vraiment quelque chose de compact, léger, qui sèche très rapidement, puis qui est très facile à essuyer. Donc, c'est le mélange de tissu, de textile est efficace et fait pour ça. Donc, puis avec la pochette de rangement, c'est génial. On met ça même dans le sac à cosmétiques, puis merci. Bonsoir, tout a été calculé pour entrer tout dans la... Oui, c'est ça, tu as pensé vraiment à tout. Paul Desbois, où est-ce qu'on retrouve les produits, ma chère? Alors, on a plusieurs détaillants au Québec. On en a de plus en plus. Alors, pour avoir la liste des détaillants au Québec, on fait www.pauldesbois.com. Il y a une section « Trouver un magasin ». On regarde la carte interactive et on trouve le point de vente le plus proche. Si vous voulez que votre point de vente vende nos produits, demandez-leur. Et sinon, bien, il y a toujours une possibilité de commander en ligne aussi. Mais la première étape, c'est de trouver un magasin proche de chez nous. Hey, merci, Marilyn, pour tout ça. Puis je pense que ça va être des produits qui vont être bien pratiques pour la pêche. De l'autre côté de la pause, nous autres, on s'en va faire le nettoyage des embarcations avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Restez là. On est sur les abords du fleuve Saint-Laurent. Question de vous parler d'une préoccupation qui est rendue provinciale, les espèces aquatiques envahissantes. Pour ce faire, on a quelqu'un du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avec nous, Olivier Morissette, qui est biologiste et directeur aussi du département des espèces aquatiques envahissantes. Donc, on est avec le gars qui connaît le sujet, là. Oui, tout à fait. Bonjour, Martin. Olivier, les espèces aquatiques envahissantes, c'est définitivement une problématique connue. C'est quelque chose sur quoi le ministère décide, il y a quelques années, de mettre l'emphase. Oui, tout à fait. Bien, on a depuis environ 2015 là, un programme là, qui s'est bien structuré là, pour autant travailler sur la détection de nouvelles espèces envahissantes, faire le suivi de celles qui sont là, mais aussi là, promouvoir là, des bonnes méthodes là, pour diminuer la dispersion des espèces aquatiques envahissantes. Au départ, pour bien comprendre le sujet, si on veut définir ce que c'est qu'une espèce envahissante, tu me la décrirais comment? On peut dire un végétal ou un animal là, qui provient d'un milieu externe à celui où est-ce qu'il a été introduit. Et puis, une fois que l'espèce est présente, elle a des conséquences là, qui vont être dramatiques ou exagérées. Les conséquences là, peuvent être écologiques, mais aussi économiques, sociales. Là. Donc, on vient un peu troubler, si on veut, le biotope qui est en place ou l'écosystème qui est en place en introduisant quelqu'un qui n'a pas d'affaires là. Oui, tout à fait. Puis une espèce qui a peut-être pas de prédateurs ou qui réagit différemment au reste des espèces qui sont présentes là, dans le milieu, puisqu'elle ne provient pas de là, elle n'a pas évolué sur place. Alors, on pourrait penser, par exemple, à la compétition alimentaire d'une espèce versus une espèce qui serait endémique, donc qui proviendrait de l'endroit. Donc, une espèce qui volerait carrément la nourriture et limiter l'évolution de l'espèce locale. Oui, tout à fait. Une espèce aussi qui peut être plus compétitive ou qui peut mieux tolérer des conditions locales là, qu'on a, conditions d'eau ou température. Des exemples d'espèces qui sont connues. Bon, moi, il me vient mousse zébrée, gobie tachetée, mais parle-moi un peu des espèces, là, qu'on puisse mettre vraiment des noms là-dessus, que les gens fassent comme « Oh, c'est des espèces envahissantes, ça, qu'on comprenne le dossier. » Oui, mais début des années 90, on a effectivement l'arrivée de la mousse zébrée, comme tu l'as bien dit. On a aussi d'autres envahisseurs qui ont pris beaucoup de place dans le Saint-Laurent. On peut penser à la tanche, un poisson qui nous vient d'Europe, qui a été introduit dans la rivière Richelieu, puis maintenant qu'on retrouve là, dans la majorité du cours du Saint-Laurent. Donc, autant aux abords de l'île de Montréal là, que dans le lac Saint-Pierre et même là, ici, là, à proximité de Québec, il y a quelques spécimens qui ont été retrouvés. Et au niveau, si on parle au niveau vraiment végétaux, parce que les espèces animalières, on les connaît un petit peu plus. Au niveau végétaux, qui sont-elles, ces espèces envahissantes végétales-là? Bien, je pense que les deux espèces sûrement les plus connues par le public, c'est le myriophylle à épis, qui est une espèce là, de plante là, qui peut se reproduire là, assez facilement, juste par un simple fragment transporté peut partir une colonie dans un lac.
Donc, on le connaît bien. Là, il fait des tapis assez denses d'herbes qui vont venir après ça. Beaucoup bouleverser soit les activités des gens, mais aussi là, les populations de poissons puis de petits invertébrés. Sinon, une autre plante aussi bien connue, le roseau commun, ce qu'on appelle la phragmite, assez classique là, sur les bords d'autoroute ou les endroits qui sont très anthropiques, là, qui, elle aussi, là, prend beaucoup de place, là, fait des massifs assez importants. Là. Et maintenant qu'on connaît un peu la problématique, on sait ce que ça peut faire, on connaît ces espèces-là, quels moyens on peut se donner pour limiter la contamination croisée des lacs et des plans d'eau? Bien, effectivement, tu l'as dit, limiter, je pense que c'est le bon mot parce que la prévention est toujours le meilleur réflexe dans ces cas-là. Il est difficile de se débarrasser d'une espèce une fois introduite. Donc, on demande, entre autres, aux gens d'appliquer des règles simples, soit d'éviter de relâcher des espèces vivantes là, dans le système. On parle de poissons peut-être qui viennent d'aquarium ou d'invertébrés qu'on a chez nous. C'est toujours une bonne idée de ne pas les relâcher dans le milieu naturel. Puis aussi, si on a une activité de plaisance sur l'eau, par exemple la pêche, bateau de plaisance ou même le kayak, nettoyer l'embarcation qui va aller d'un plan d'eau à l'autre peut vraiment limiter la propagation de l'espèce envahissante. Et ça, c'est un des moyens qui a été mis en branle par le ministère et dont on fait la promotion, le nettoyage des embarcations. Mais j'oserais dire, il y a un nettoyage puis il y a un nettoyage adéquat. Il y a une procédure à suivre pour nettoyer correctement une embarcation. On ne fait pas juste passer la hausse là-dessus. Là. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, on a maintenant un guide qui est disponible sur le site web du ministère Forêt-Fonds-Parc. Et puis là, on peut vous détailler comment bien faire le nettoyage. On parle entre autres de vider l'eau qui se retrouve dans le bateau, l'eau de fond de cale, l'eau des viviers, vraiment pour limiter. Il y a certaines espèces envahissantes qui peuvent être dans cette eau-là. Ensuite, on inspecte bien l'embarcation pour retirer les amas de plantes, tout ce qui pourrait se retrouver accroché sur le bateau. Et puis, on fait un nettoyage. Puis, pour le nettoyage, bien, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous pour bien retirer ou même tuer les organismes qui peuvent rester présents sur l'embarcation. Il y a des stations de nettoyage qui existent dans certaines marinas. On peut avoir accès à ça quand même assez facilement? Oui, tout à fait, mais aussi, il faut bien montrer que dans le guide, il y a quand même des solutions qui peuvent être à la portée de tous. Dans nos cours arrière, c'est possible de faire un bon nettoyage. Fait qu'on l'encourage vraiment comme l'initiative personnelle au niveau du nettoyage en donnant des moyens de le faire et le comment bien vérifier l'embarcation. Déjà, tous les petits raccoins où peuvent aller se loger. Pensez à la résistance sur l'eau, où est-ce que peut aller se loger des boues, où est-ce qu'il pourrait y avoir des petites bébites qui peuvent aller se proliférer. Tu as parlé tantôt d'une plante qui a un simple bout va vraiment se ramifier puis aller recoloniser un milieu. C'est hyper important de faire le tour de l'hélice, etc. sont super importants, mais on peut le faire par soi-même. Donc, ce guide-là est disponible directement sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Maintenant, il y a aussi d'autres informations, parce que ça, c'est la partie nettoyage. Mais si je veux me renseigner un petit peu plus sur les espèces aquatiques envahissantes, on me propose quand même beaucoup de renseignements là, sur le site. Oui, tout à fait. On a fait développer des fiches pour chacune des espèces, où est-ce que vous pouvez connaître leur impact écologique, leur provenance, où est-ce qu'on peut les trouver. Là. Donc, ouais, une foule de renseignements peuvent être intéressants pour le public, effectivement. Donc, soyez responsables, soyez préventifs au lieu de constater les dégâts qu'on crée à la gang en promenant nos bébites comme ça d'une place à l'autre. Vous n'envoyez pas les enfants en visite ou à la garderie lorsqu'ils ont la grippe ou encore la gastro. Bien, c'est la même chose, pensez à la même chose. Contamination croisée, c'est ce qui nous guette. Sinon, bien, évidemment, si on est membre ou on a notre bateau dans une marina ou on utilise les services d'une marina, généralement, les gens sur place, je présume, Olivier, qu'ils ont des informations à me donner adéquates pour nettoyer adéquatement. Oui, tout à fait. On a essayé de faire circuler l'information. Puis il y a d'autres organismes locaux qui sont bien informés et qui ont des bons renseignements à vous donner. Si vous avez la chance d'avoir une station de nettoyage à proximité d'une marina que vous fréquentez, c'est vraiment une occasion à saisir. Olivier, un énorme merci à toi. Puis ensemble, on va essayer de faire des efforts pour ne pas se ramasser avec de l'eau verte là où est-ce qu'il y a de l'eau claire. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Hey, ça y est, on retourne dans le bois bientôt avec nos véhicules. Question de sécurité, puis de confort aussi. Alors, on veut faire une bonne inspection. On veut être sûr que tout est en ordre, que tout va rouler droit, que je me ramasserai pas la tête la première d'une épinette ou comme un Garfield dans le windshield en avant. Question d'inspecter ça sur le sens du monde. À qui je demande ça? Mon garagiste, Jean-Mathieu, chez .s, comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être venu en studio. Écoute, je veux prendre la peine de faire le tour d'un véhicule sur les points qui sont importants à l'inspection, mais surtout dans notre cas, parce qu'on va en hors-route. On va s'entendre que le hors-route, c'est pas le même genre d'usure que le bitume sur un véhicule, là. Non, effectivement. C'est beaucoup plus rough. Quand on t'amène un véhicule pour inspection, parce que la meilleure des idées, c'est prendre rendez-vous chez vous, là? Oui, toujours prendre plus d'avance, on prend un rendez-vous. On ferait une inspection pas mal générale du véhicule. On va regarder commencer par les freins. Oui. Les freins au départ, là, les freins au départ, là, qu'est-ce que tu regardes là-dessus? Avant même de les entretenir, tu regardes quoi sur un frein? On vérifie l'uso des plaquettes. Oui. L'état des disques, si on surchauffé. Puis si les étriers ne sont pas collés. La majorité du monde néglige beaucoup l'entretien des freins. Il les remplace seulement un coup que ça crie. Parce que nous autres, on a souvent des grandes descentes à faire. Souvent, quand on part à la chasse, on monte, puis vous allez vous en souvenir, là, on revient de la chasse, on descend. Là, on est chargé que le trailer fermé, la boîte est pleine, il y a 6 gars dans le pick-up. En plus, il y a 3 orignaux, si vous êtes chanceux. Puis on descend de même, là. Là, les freins, là, ils se font solliciter sur un moyen temps, là. Fait que c'est là où est-ce que, en ville, j'aurais peut-être pas changé ma plaquette. Moi, quand tu commences à me parler d'usure de plaquette, là, je fais comme, Jean-Marc, on change. C'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Parce que le monde, souvent, vont essayer de les étirer jusqu'au maximum. Puis c'est là qu'il peut arriver des imprévus. On a passé le côté des pneus. On s'en va sur quoi après? La suspension. Bonne inspection visuelle. Et c'est bon de faire vérifier son véhicule soi-même ou en succursale. Si je le check moi-même, je check quoi? Avec une bonne pression sur les bumpers, en avant et en arrière. Swing carrément le bumper? C'est effectivement. On fait juste le swinger. Puis on s'assure que le véhicule ne fait pas trop de haut et de descente haut et bas. Parce que des fois, on ne peut pas voir visuellement que les amortisseurs coulent, mais des fois, la pression n'est plus adéquate pour supporter une charge. En théorie, si je donne un swing sur le bumper, c'est supposé réamortir tout de suite. Si ça continue à brasser, je m'en vais voir Jean-Marc. C'est ça. Bon, c'est bon. Suspension, moi, Nicolas va se souvenir de 2 chocs qui ont défoncé sur un pick-up alors qu'on revenait d'une pourvoirie. Tu te rends compte, quand ça t'arrive, que c'est pas rien que les pneus puis les breaks qui tiennent sur le chemin. La suspension joue énormément sur la stabilité de conduite, puis passer le doigt d'un croche pour une suspension qui est tout croche, ça se peut. C'est ça. Fait qu'on les fait inspecter. On a passé break, suspension, on s'en va sur quoi? Les pneus. Les pneus. Une bonne rotation. Oui. Régulièrement. S'assurer que le client a le bon type de pneus pour son véhicule. Ça, c'est un gros point, parce qu'on voit beaucoup de clients qui sont, ou de chasseurs, pêcheurs, qui sont d'un chemin forestier avec des pneus touring. J'ai un compresseur dans mon pick-up, c'est pas pour moi je le traîne. Parce que ça arrive souvent que sur le bord du chemin, il y en a un qui avait un tailleur. Là, tu regardes les tailleurs, c'est comme, ben, c'est ce qu'ils m'ont livré avec mon pick-up. C'est ça. C'est pas une bonne application. Ce qui est le fun avec des pneus comme BF Goodrich, ils ont plusieurs applications de véhicules. On peut avoir des pneus de light truck de 6 plis et de 10 plis. Alors, on parle du BF. Ça, c'est celui qui est... D'ailleurs, Joanie s'est a chaussé son Toyota avec ça cette année. Excellente décision. Moi, je l'ai connu, la première version de Koro. Je suis tombé en amour avec ça. On avait des Mickey Thompson, là, on est tombé avec ça, là, puis je fais comme tabarouette, ça fait la job. Puis même l'hiver, si t'es pas sur la glace, là... Très bonne évacuation de neige. Et d'autant plus que si tu aimes le Koro 2, la dernière version qu'ils ont sortie, elle est 20 % plus résistante. Puis 15 % plus résistant sur les côtés, les flancs. Sur les flancs. Là, ça m'intéresse parce que j'ai fait un article dans Aventure Chasse-Pêche il y a quelques mois de ça sur le dégonflage des pneus pour aller chercher un confort et une meilleure adhérence quand on est en hors-route. Ça devient important, là, le flanc des pneus comme tel. Fait que si on est venu renforcer le flanc, donc la ceinture est encore renforcée. Effectivement. Possible d'aller dans le 10 plis. Moi, j'ai tendance à y aller parce que je dégonfle un petit peu plus, fait que ça me retient encore plus, malgré que le 10 plis, c'est fait pour plus charger. Le 10 plis, c'est pour ceux qui chargent le plus. Okay. Mais vers BF Goodrich, j'en ai sorti en 6 plis. C'est une bonne application pour plutôt les VUS versus les camions légers. Vous allez être surpris si vous faites ce choix-là, à quelle vitesse ça peut évacuer la boue. Il y a des pneus, le patronage qu'on voit, là,
évacue vraiment très bien la roue. Puis même le patronage latéral est intéressant au niveau de la grippe quand on commence à pencher le pneu dans de la boue, dans le glissant. Là. Sinon, quand ça bourre puis ça se remplit, ça vient comme un casse de bain puis ça glisse comme des patins sur une patinoire. Là. Ici, on évacue super bien. J'en parle parce que moi, je l'adore. Tu as du Toyo aussi qui est disponible? Toyo aussi. Certaines années plus difficiles cette année à recevoir. Tandis que le BF Goodrich, on a un bon approvisionnement. Mais c'est un très bon produit aussi, surtout avec le nouveau Toyo Open Country AT3, qui est le nouveau produit de cette année. Très bon produit aussi. Comme tu le dis, c'est un petit peu plus dur à avoir certaines années comme là. Présentement, on a un contexte un petit peu particulier. Il nous reste à peine une minute. J'ai envie de t'amener sur les fluides parce qu'un moteur qui chauffe dans le bois, pas drôle. Non, effectivement. Mais il n'y a pas juste le moteur à vérifier. On vérifie surtout l'isolement moteur, transmission et les différentiels souvent qui sont négligés. Parce qu'un différentiel aussi peut causer de bons bris quand on est loin du chemin. Important de le faire vérifier et de le changer. Si je veux prendre rendez-vous chez vous, je m'y prends comment, Jean-Mathieu? C'est par téléphone ou Internet, le site web. On peut le faire aussi sur .s.ca. Naloé Associés, vous allez être en bonne main, vous ne vous ferez pas plummer, c'est là qu'on va nous autres. Peut-être que vous allez nous rencontrer, on va rencontrer régulièrement, voir les nouveautés et apporter nos véhicules pour faire nos entretiens. Vous restez là parce que là, au bord de la pause, on parle de canne à pêche Redington et de l'art pour la pêche à la mouche au brochet avec la gang de l'agence Pelcha. Restez là. Non, on est dans les derniers préparatifs parce qu'on fait ça un peu spécial ce matin. Avec Claude Stéphane, pêche au brochet à la mouche. C'est quand même quelque chose qui est peu coutumier pour les gens. Les gens sont habitués de le faire au lancer léger ou encore au lancer lourd, dépendamment de la grosseur des spécimens qui sont présents sur les lacs. Fait qu'on a de la misère à s'imaginer qu'on puisse attraper un brochet avec une canne à moucher. Quand, en fait, c'est une expérience qui est incroyable. Là. Oui, absolument. Le take est vraiment trippant. Surtout qu'on va travailler des fois avec des leurres de surface, comme ces leurres-là, des petits poppers. Fait que ça va donner lieu à des attaques de surface. Ouais. Fait que, je veux dire, tu vis un trip qui est incroyable. C'est ce qu'on essaye en premier. Mais on là, veut que ça fonctionne. Je m'en vais à la pêche au brochet pour la première fois à la mouche. J'ai dans ma main ma petite canne numéro 3 ou numéro 4 avec laquelle je mouche la truite en théorie. Est-ce que je peux le faire avec ça ou je dois adapter mon matériel? Tu vas devoir adapter ton matériel parce que ta soie 3, ta soie 4 ne sera pas assez puissante pour lancer un leurre comme ça. Donc, tu vas avoir... la grosseur du leurre va dicter la grosseur de la canne, si on veut. Évidemment, plus ta canne est grosse, plus elle va être résistante, elle va te permettre de combattre un poisson de plus grosse dimension, comme le brochet. Cette canne-là que je t'ai apportée pour essayer, c'est une canne qui est vraiment faite pour ça. Elle porte le nom de Pike. C'est la série Predator, comme ça. Puis c'est comme la version Pike qui est vraiment faite pour ça, avec une section du bas qui va être très puissante pour te permettre de combattre le poisson. Mais c'est aussi une canne qui est conçue pour charger bas dans le brin, vraiment au milieu du brin. Parce qu'avec des gros leurres, des grosses soies, on veut que la canne se charge vraiment complètement pour être capable de catapulter. Le propulser le plus loin possible. Propulser le plus loin possible. Dans Redington, celle-là, c'est une soie 10. Elle se fait pas seulement dans la soie 10, par exemple. Non. Ça commence à partir de 6 jusqu'à 11. Parfait. Ouais. Donc, on va pouvoir quand même aller s'amuser en masse sur le Predator avec ça. Autre chose particulière, évidemment, on y va. Les bas de ligne qui sont différents un peu. Donc, on y va avec des bas de ligne qui sont en métal, parce qu'évidemment, un peu comme quand on y va au lancer léger. Marie-Claude, flotte tube, depuis qu'on est arrivé dans le bois, elle me dit, on va à la pêche en flotte tube, C'est une expérience que toi, t'apprécies de pêcher en flotte tube. Ah, tout à fait. Écoute, d'être assis toute seule dans l'eau, à palmer, puis d'aller dans des endroits où est-ce qu'on peut pas nécessairement se rendre en bateau.
moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis d'être vraiment presque à fleur de l'eau. C'est sûr que pour pêcher, il faut moucher un peu plus haut. Donc, c'est une technique qui est un peu différente. Mais c'est ça. C'est surtout la proximité. Tu es capable de prendre ton poisson très, très proche puis de se rendre dans des petites baies de foin. Fait que non, c'est vraiment toute autre expérience que de pêcher en bateau ou à gué. Je vous laisse continuer à gonfler tout ça, à préparer tout ça. Moi, je vais prendre la chaloupe, je vais vous suivre parce que j'ai un caméraman qui, lui, les fesses dans l'eau, ça peut être un petit peu plus hasardeux. Et on s'en va voir Monsieur le Brochet. Excellent. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, toi, quand t'achètes du stock, là, t'es pas possible. Quoi? Ben, je sais pas, 42 tasses, ça va aller super bien. J'en bois du café, mais il y a des limites. Je m'excuse, il n'y a aucune cafetière qui fournit Martin Bourget. Fait que maintenant, on va avoir tout ce qu'il faut. Ça, c'est une cafetière! Écoute, Chili Mousse, tu m'en as parlé beaucoup. Assez que j'avais hâte que ça arrive à la maison pour que tu arrêtes d'en parler. Là, on les a. Fait que présente-moi là tes Chili Mousse. Ben, écoute, comme tu peux constater, ça existe en plusieurs formats, autant pour je vais dire le prêt à boire, qu'au niveau des glacières proprement dit. On le sait, c'est devenu des indispensables lorsqu'on se rend en forêt. Chili Mousse a à peu près à penser à tout le monde. Écoute, on pourrait peut-être commencer avec les glacières. Il existe différents formats. On en a tous besoin, on le sait, pour traîner nourriture ou encore si on va même faire un petit camping avec les enfants. Présentement, tu as la 25 litres qui est juste à côté de toi. Conception qui est quand même le fun et c'est une des raisons pour laquelle j'avais hâte de les avoir en main. Si tu veux l'ouvrir, écoute... Moi, ça, j'ai vu ça en partant. Là. Les snaps en rubber, c'est vraiment intéressant parce que souvent, les snaps de plastique, ça pardonne pas. Non. Si moindrement tu as compressé un peu, c'est non. Tandis qu'en rubber, comme ça, ça fait très, très bien. Mais pas juste ça. L'autre problématique qu'on a souvent, comme nous, on fait des tournages qui sont été, hiver, automne. Bref, on est toutes les saisons. Avec la problématique qu'on a, c'est qu'en hiver, le plastique va casser. Jamais ça va arriver avec des languettes comme ça en caoutchouc. Voilà. On voit qu'il y a une membrane vraiment isolante tout le tour, ce qui fait qu'on perd pas... Un cire, un gasket. Ne pas mettre de bébé dans la glacière. Bien important de ne pas mettre de bébé dans la glacière. Donc, vraiment un cire qui vient à côté sur la bordure pour fermer hermétiquement. Oui. Combien de litres? 25 pour celle-là. Donc, tu sais, c'est un beau format, pas trop lourd. Puis comme tu peux voir, ils ont même pensé justement au fait que quand on va la traîner pour que ça soit agréable, la poignée qui se barre en position dans le fond droite, ce qui est fun. Simple, hein? Parce que régulièrement, ce qu'on a, c'est qu'on a des... moi, je dirais, soit ça se traîne en bandoulière ou, tu sais, ça nous fesse des jambes un peu quand on se promène. C'est fixe. C'est ça. Ça n'arrivera pas avec une glacière de ce format-là. Là, je regardais ça, c'est le fun. Je sais que les indications qu'on nous donne, ils rentrent 40 canettes, les gars, vous allez leur tenir 40 canettes, hein? Ah, mais les filles aussi, on le retient, tu sais. Hein? Nous aussi, les filles, on le retient. Ah oui, bon, ben là, 22 litres de glace, ça t'en prend deux. Une pour la glace, l'autre pour les canettes. Ça garde la glace 5 jours. C'est ça, le fun, exactement. Ça. Mais pour vrai, on a bien hâte de les tester sur le terrain, puis on va pouvoir vous en reparler un petit peu plus, mais la conception est incroyable. Ça existe aussi dans des formats un petit peu plus grands. On pense au 35 litres, et ça existe aussi dans le 75 litres. Donc, on l'a juste en avant, juste ici. Orange, même, ça pète en tabarouette. Mais les couleurs là, de Chili Mousse, c'est complètement fou. Moi, c'est toi, t'aimes, là. Moi, écoute, ça, c'est... Moi, je l'appelle bleu douteux. Ben, c'est aqua. Aqua ou turquoise. Mais écoute, chacun de ces glacières-là, chacune de ces glacières-là a été tellement bien pensé pour notre mode de vie. C'est-à-dire qu'au niveau de la pêche, exemple, ben sur le dessus, je trouvais ça quand même original. On a l'espèce de règle pour mesurer nos poissons, savoir si on a la bonne grandeur de poisson. Certains ont dit que ça peut te servir à la limite de vivier parce que, bon, tu peux vider l'eau en bas. C'est un banc de pêche. C'est ça, c'est un banc de pêche. Plus à 40 canettes, tu l'amènes
sur le bout du quai, tu t'assis dessus parce que c'est assez solide, puis tu peux mesurer avec. Dans chacune des glacières de 75 litres, tu as ton rangement, dans le fond, à l'intérieur. Donc, tu as le fameux panier, justement, comme ça, en métal que tu peux installer. Et puis, ils ont même pensé, justement, aux chasseurs-pêcheurs. On a l'espèce de petite, ici, dans planche le fond. à découper. Oui, on a la planche à découper, juste là, qui est comme faite pour, justement, dépecer nos poissons. On peut tout faire directement à côté de notre glacière, puis on met ça là-dedans, on met ça au frais, puis on garde ça là. Je riais, moi, du côté de la couleur aqua. Oui. Pensez à une chose, si vraiment vous allez utiliser vos glacières à l'extérieur pour conserver, parce que je suis en camping, par exemple, les couleurs pâles, soleil tape bien moins. Vous allez augmenter l'autonomie de votre glacière, que ce soit du côté chaud ou du côté froid. Dans les deux cas, c'est intéressant. Ils ont même en fait, ils ont des glacières qu'on peut brancher, donc électriques, que vous pouvez laisser dans la voiture ou encore au chalet, si vous avez l'électricité, bien entendu, mais qui peut en fait conserver vos produits encore plus longtemps. Donc, ça vous sert carrément de frigidaire. On parle du café un peu? Oui, hein? Écoute, laquelle tu veux parler en premier, là? Ben, ça. Il y en rentre dedans. Moi, je vais direct dedans. Il n'y a pas de trouble. Il y appelle ça le format campeur. Pourquoi? Bon, parce que tu n'as pas besoin de te remplir la bouteille plusieurs fois. Généralement, c'est pour traîner de l'eau, mais toi, on le sait, c'est du café uniquement. Tu bosses au café. Mais effectivement, chacun des contenants de Chili Mousse, normalement, est fait pour garder la chaleur environ 8 heures. Et puis, quand on parle du froid, on dit environ 12 heures. Pour garder, dans les dernières heures, ils considèrent que c'est plus tempéré. Ils avertissent les gens. Mais c'est la façon dont ça fonctionne. Moi, rapidement, là, je vais toujours aller vers... C'est sûr qu'un bouchon qui visse comme ça, je vais avoir une plus grande conservation que des bouchons transparents comme ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont peut-être être en plastique qui est faite pour ça, mais la chaleur s'évacue beaucoup plus rapidement là. Fait que c'est encore plus indiqué avec ces rumbleurs-là, le nom de terme, c'est un rumbler, de l'emplir d'eau bouillante pendant une couple de minutes avant de mettre son café dedans pour augmenter ou potentialiser, si on veut, son autonomie au niveau conservation chaleur. Exactement. On a les thermos qui sont juste au bout, qui, eux, conservent vraiment leur chaleur dans ces durées-là. Très, très bien conçu. Je t'inviterai à l'ouvrir. On va voir que, justement, même le bouchon, là, la façon que c'est fait, parce que souvent, la problématique qu'on a, c'est ils ont fait un petit dévidoir, c'est qu'on se ramasse toujours autour de nos cafés avec une espèce de bordure. Là. Ça coule dans la barbe. Ben, c'est ça. C'est fou. Ben, écoute, ça fait un rappel de goût par après, mais... mais ça peut être tannant. Donc, ils ont vraiment pensé à tout chez Chili Mousse et on voit à l'intérieur, tu as vu aussi, justement, la partie rubber qui est là. Donc, ils gardent ça vraiment hermétique. Ben oui. Fait qu'ils ont vraiment pensé à tous ces petits détails-là parce que c'est justement Christy et son conjoint qui sont propriétaires de la compagnie Chili Mousse qui, eux aussi, sont des amants du plein air, de la pêche, de la chasse et qui connaissent très bien leur réalité. Les autres, on s'en sert pour l'eau, là, puis ça fait très bien, elle reste froide longtemps. T'en as ma tasse? Ben oui, écoute, ma tasse aussi, hein, parce qu'elle a fait beaucoup jaser cette tasse-là cette semaine. Douteux, oui. Toi puis ton bleu douteux. Arrête! On l'adore, cette couleur-là. Mais comme tu peux voir, ça vient dans plusieurs coloris et c'est également personnalisable. Donc, Chili Mousse, on peut demander justement d'avoir une engravure à notre choix. Il y en a qui ont des camps de chasse, ils ont des groupes, des clubs de chasse qui veulent vraiment la personnaliser ou encore pour leur conjointe pour offrir un cadeau. Ça peut être ça aussi. La fête des mères. Fête des mères, ça s'en vient. Ça serait tellement un beau cadeau en plus. Là. Ben oui. Compagnie qui est située en Ontario, donc quand même au Canada, ce qui est quand même le fun à savoir. Et puis, donc, on encourage quand même local ici, du côté canadien. Fait que très, très belle compagnie qu'on va pouvoir un petit peu plus présenter cette année à l'émission. Vous allez les voir un petit peu partout. Il y en a même une de même, là. Qui a un robinet là. Oui! Faire des drinks. C'est un robinet. Tu remplis ça, ça devient comme un baril à drink. Oui! C'est aussi simple que ça. Kate, il reste seulement qu'une minute. Déjà? Oui. Mais c'est notre dernière émission de la saison. Exactement. Je veux prendre le temps de fermer ça comme il faut. On part sur le terrain. On a beaucoup de gens qui vont nous suivre cette année parce qu'on a étonnamment beaucoup de gens qui nous ont appelés pour aller faire des tournages, pour vous présenter des opportunités en territoire. Il y a des gens qui vont nous aider sur le terrain cette année. Vous allez découvrir de nouveaux visages. Et découvrir les gens aussi du magazine qui vont venir nous aider sur le terrain en tournage. La façon de nous suivre, là, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Là. Comment est-ce que le monde font pour suivre nos aventures? Ils manqueront pas de place pour ça. On s'entend qu'il y a notre Facebook, donc il y a le Facebook du magazine, le Facebook de l'émission, il y a le groupe Filles de bois, il y a nos pages professionnelles, chacun de notre côté, le site web d'Aventure Chasse-Pêche aussi qui regorge d'informations et de chacune des actualités, l'infolettre également que vous pouvez recevoir si vous abonnez à chaque semaine pour recevoir des nouvelles de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait, puis en même temps avoir peut-être des informations exclusives. 10 secondes, vous courez la peine, vous courez la chance de gagner même un coffre-fort Browning, un peu comme celui-là, mais noir, en étant abonné à Aventure Chasse-Pêche au magazine. Quand on vous quitte, on vous dit en septembre prochain, en attendant, réseaux sociaux, puis n'oubliez pas le concours de chasseurs généreux.
Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.